Salut, aujourd'hui les amis, on s'attaque à un gros morceau, une vidéo que je dédie avant tout à un grand ami à moi, celui qui a produit ces petits chibis, ces avatars pour l'animation des vidéos de votre serviteur. C'est à lui que je dois ces petits personnages qui sont très fidèles à ce que je suis IRL, même s'il m'a un peu étoffé au niveau de la carrure, mais bon ça, je vais pas cracher dessus. En tout cas, pour l'instant, le copain préfère rester anonyme, mais je lui dédie cette vidéo spéciale, la première d'une longue série de vidéos que je vais produire prochainement. Je prévois d'étudier tous les lores possibles et imaginables, de plusieurs licences à succès ou non d'ailleurs, et de les synthétiser dans des vidéos comme celle-ci, dans un futur proche. Donc, comme mon pote est un gros fan du film dont on va parler, et bah cette vidéo elle est pour toi frérot, merci pour ces chibis, je ferai ta pub quand j'aurai un nombre d'abonnés plus conséquent, en tout cas lâche rien, t'as de l'or dans les mains, tu m'as jamais lâché depuis que j'ai commencé la chaîne, je te dois tout. Voilà, maintenant que c'est fait, partons à la découverte du lore de Cloverfield. What was that? Alors, avant d'aller plus loin, je ne vais parler que du lore du Cloverfield originel, le film de 2008. Je ne vais pas aborder tel Cloverfield Lane, et je ne vais que brièvement aborder celui de The Cloverfield Paradox, pour une raison que vous découvrirez au fur et à mesure de la vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ou non 10 Cloverfield Lane et The Cloverfield Paradox, sachez que les univers de ces deux films n'ont presque rien à voir avec le premier film, même si celui-ci tente misérablement de nous en rapprocher, notamment via la scène finale. Je n'en dirai pas plus, juste parce que j'estime que les gens derrière ces deux films, ils se foutent quand même un peu de nos gueules. Enfin, ils se foutent des fans du premier Cloverfield, j'entends. Alors oui, comme beaucoup, j'ai adoré celui-là. Ça avait été une excellente surprise, même si, contrairement au film d'origine, nous sommes ici dans un huis clos oppressant avec une invasion extraterrestre en toile de fond. Même si le film a été une agréable surprise, je m'attendais, j'espérais voir un truc en rapport avec le premier Cloverfield. Quelque chose dans une certaine continuité. D'autant plus qu'à la base, ce film est censé faire partie du Cloververse. Donc, être un minimum en rapport avec le premier film. Or, ici, pas question de monstres dévastant une ville, là c'est une invasion d'aliens, et rien d'autre. Et je parlerai même pas de The Cloverfield Paradox, un vrai foutoir qui s'est fait exploser par la critique et par le public. D'ailleurs, si vous avez apprécié ce truc, je vous invite à nous en faire part dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir s'il existe des gens ayant aimé ce film. Mais bref, en ce qui concerne ces films-là, on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est ça. Cloverfield, et surtout tout le lore qu'il y a autour. Alors comprenez que pour ça, je vais faire presque totale abstraction de tout ce qui a pu être produit ensuite. Mise en boîte en juin 2007 et sorti sur grand écran début 2008, Cloverfield a été réalisé par Matt Reeves, celui qui a donné dernièrement The Batman. Au scénario, on a eu Drew Goddard, le réalisateur de La Cabane dans les Bois et la série Daredevil, et dans le rôle du producteur, J.J. Abrams, un homme qu'on ne présente plus, c'est à lui entre autres à qui on doit la série Lost, une série qui a bercé mon adolescence, surtout les deux premières saisons, les meilleures pour être honnête. Au niveau des acteurs du film, on n'a que des personnalités inconnues, ayant pour la plupart fait leurs armes sur les planches, sur du stand-up ou dans des séries. Ah là là, excusez la minute boomer, mais vous n'imaginez pas à quel point j'ai un rapport nostalgique avec Cloverfield. Je me rappelle avoir découvert le premier trailer quand j'étais au lycée en 2007, et malgré le fait que ce film a déjà plus de 15 ans, on est forcé de constater qu'il a pas pris une ride. Je connais pas votre opinion sur Cloverfield, mais pour moi il fait partie des meilleurs films de science-fiction horreur de l'histoire, et se hisser aussi haut, c'est quelque chose de pas vraiment aisé quand on connaît la concurrence en face, surtout pour un film en found footage, un genre qui malheureusement n'est pas affectionné par grand monde, même quand c'est réussi. D'ailleurs, Cloverfield a été le film à avoir remis le found footage à la mode. Presque 10 ans auparavant, on avait eu le projet Blair Witch, là aussi un truc dont on pourrait parler pendant des heures. Pourtant, hasard du calendrier ou non, rien qu'en 2008, on a eu 3 films en found footage, sortis à genre 3 mois d'intervalle. Cloverfield d'abord, ensuite l'inoubliable et terrifiant Rec, et le très pourri Diary of the Dead de feu George Romero. Après ces 3 films, la mode des found footage s'est temporairement calmée, jusqu'à octobre 2009, avec l'arrivée de l'excellent Paranormal Activity. Et oui, je le maintiens, ce film, quoi qu'on en dise, est excellent. C'était le film d'Halloween à aller voir, et je comprends vraiment pas la haine pour ce film, car le projet était ambitieux et sortait carrément du lot, du point de vue des idées et de l'originalité. Quand j'ai été le voir tout seul au cinéma, j'en menais pas large, j'ai bien cru que j'allais crever d'une crise cardiaque. Après, le found footage n'est pas destiné qu'au genre horrifique, on a eu en 2011 Chronicle et Projet X, ça aussi je pourrais vous en parler pendant un moment. Quoi qu'il en soit, même si quelques films en found footage auront attiré du monde en salle, c'est malheureux, mais ça restera avant tout un genre considéré comme un peu particulier et qui ne matchera pas avec tous les publics, voire même qui ne matchera tout simplement jamais, sauf rare exception, et même qu'importe sa qualité. Et je trouve ça dommage parce que niveau réalisme et immersion, ça va être très difficile de faire mieux que le found footage. Ok, on n'a pas affaire à du cinéma conventionnel, ça je l'admets, mais en attendant, les sensations, elles sont là. Bref, revenons à Cloverfield. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un œil à la rétrospective de Guillaume Cassard sur le sujet, sa vidéo est une vraie mine d'or, comme tout ce qu'il fait. Ce que
j'aime dans Cloverfield et dans son ambiance, c'est qu'on a affaire à un film avec une âme et une vraie personnalité. Et en parlant d'une vraie personnalité, je ne fais aucune allusion aux personnages devant la caméra. Là, pour le coup, ces personnages, je m'en foutais complètement, alors qu'on les a tout le temps à l'écran. Des personnages complètement random et issus de la jeunesse dorée new-yorkaise. Et de par mes origines sociales, j'ai jamais vraiment pu m'identifier à ces mecs, même si bien évidemment, on se met à leur place et on flippe pour eux au cours de leur aventure. Pourtant, là où on peut noter le tour de force de Matt Reeves, on voit bien que la caméra tourne presque autant en direction des héros que du décorum et du monstre en lui-même, au point où ce dernier jouit presque d'une sorte d'apparition à la limite du suggéré. J'ai pas compté, mais grosso modo, on doit pas voir le kaiju environ plus d'1 minute et demie, voire 2 sur plus d'1h30. Et pourtant, ce putain de monstre va hanter votre esprit bien après le visionnage. À très peu de moments on peut l'admirer, mais le peu de fois où on l'aperçoit, il va directement se greffer à votre esprit tellement il fait frissonner. Parce qu'en plus d'être immense, ce monstre est dégueulasse, il fait peur. Enfin, moi il me faisait peur perso. Parce que ce monstre dont on parle, vous avez dû vous poser masse de questions à son sujet, non? Oh my god! Are you guys seeing this right now? Are you seeing this right now? Look! Are you guys seeing this shit right now? Oh my god! Oh god! Oh god! Si le film avait été tourné au cours de l'été 2007, l'idée de monter Cloverfield travaillait J.J. Abrams depuis un moment. À la toute fin des années 90, il avait déjà envisagé de se coller à un film de gros monstres après être tombé sur ce mystérieux son enregistré dans le Pacifique Sud au cours de l'été 1997 par l'Agence américaine d'observation océanique. Oui, ce son bizarre paraît pas comme ça, mais c'est ce qui a donné l'étincelle d'idée à J.J. Abrams. Ce que vous venez d'entendre est un son d'ultra basse fréquence surnommé le bloop. À ce jour-là, l'hypothèse la plus probable aurait pour origine un tremblement de glace causé par un énorme iceberg. Le truc, c'est que le son que je viens de vous faire écouter, là, il porte une petite subtilité. C'est le son original, oui, mais le son qui a été accéléré 16 fois. Là où ça devient un peu préoccupant, là où on se pose des questions sur son origine, c'est en écoutant à vitesse normale. J'aurais un peu tendance à imaginer qu'il puisse s'agir d'autre chose qu'un simple iceberg. Franchement, quand vous entendez ça, j'ai du mal à imaginer que ça soit juste un gros bout de glace qui raille la roche ou je sais pas quoi. Bon, après, je vous donne mon avis en étant tout sauf un expert des fonds marins. Une partie de moi aimerait que ce soit un bon gros truc planqué dans le fond des abysses, mais une autre partie de moi, finalement, préférerait que ce soit juste de la roche qui se fracasse contre de la glace. En tout cas, on peut lire sur Wikipédia, d'après la description du NOAA, le son monte rapidement en fréquence sur environ 1 minute à une amplitude suffisante pour être détecté par plusieurs capteurs sur une portée de plus de 5000 km. Bien qu'il recoupe un audio d'un animal vivant, il n'y a aucune espèce connue qui pourrait avoir produit ce son. Comme le son est très grave, s'il avait été produit par un animal, il serait énorme, plus grand que la baleine bleue, d'après des scientifiques qui ont étudié le phénomène. Selon les théories officielles, les trucs chiants en gros, ça serait des tremblements de glace, et le consensus scientifique s'accorde pour affirmer qu'il s'agit pas de gros monstres inconnus tapis dans le fond des océans. Qu'est-ce que vous voulez? Mais en ce qui concerne Abrams, l'idée du bloop ne va pas le quitter, et on peut sentir une petite influence de ce son dans sa série Lost, qui a vu sa première diffusion en 2004 aux États-Unis. Si l'espèce de fumée qui fait du bruit dans la jungle se cantonne à rester sur Terre, son cri fait quand même un peu écho au célèbre son des abysses. Terrific. D'ailleurs, J.J. Abrams ne s'attendait pas à un succès aussi colossal concernant Lost et a dû, lui et son équipe, vite réfléchir à plusieurs suites pour sa série estivale, alors qu'à la base, son projet était justement de mettre Cloverfield en série télé pour la fin 2005. Heureusement, il n'aura pas attendu longtemps avant de mettre le projet de ses rêves en chantier, mais à la base, le projet initial devait tourner autour d'une série. Et lui, ainsi que Matt Reeves, Drew Goddard et toute la team auront gardé le projet secret jusqu'au jour de la sortie du film. Même les acteurs ont dû signer un contrat de confidentialité et ne rien balancer tant que le film ne serait pas diffusé au cinéma. Et le premier trailer ne montrait pas grand chose, aucune idée de ce qu'a pu balancer la tête de la Dame de Fer. Mais quelques rumeurs commencent déjà à circuler. Une nouvelle adaptation de King Kong, de Godzilla, certains espéraient que ce soit Cthulhu, le célèbre monstre de Lovecraft, et bon nombre de fans espéraient que ça soit le cas, sachant que la société de production de J.J. Abrams, Bad Robot, j'ai toujours kiffé cette petite animation, avait acheté les droits en 2003, pour une potentielle adaptation de l'appel de Cthulhu de Lovecraft. Le mystère a duré jusqu'à sa sortie, et quelle ne fut pas la surprise en découvrant le monstre. Comme je l'ai dit un peu avant, on doit pas voir la bestiole en entier plus de 2 minutes durant tout le film. Le peu de fois où on aperçoit une partie de son corps, on se pose des tas de questions, et particulièrement celle-là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Car ça ne ressemble absolument à rien de ce qu'on avait pu voir auparavant. On ne sait pas si c'est un gros lézard, si c'est un espèce d'insecte géant, si c'est un extraterrestre, si c'est un dinosaure, on n'en sait rien, et le mystère autour de ce monstre rend davantage le film effrayant et angoissant. C'est à la toute fin qu'on verra le monstre dans son intégralité, et on peut pas dire qu'on est plus avancé quant à son origine.
d'où vient ce bordel. Quand je l'ai vu la première fois, bon bah déjà j'étais scotché au siège devant la taille du machin, et après coup j'ai tout de suite pensé à un extraterrestre. C'est pas ce qu'il y a de plus original, vous allez me dire, là où ça devient intéressant, parce que si on prend en compte tous les indices disséminés dans quelques dialogues dans le film, dans les bonus du DVD et tout ce qui peut traîner sur internet, et bon c'est désormais que ce monstre, il est tout sauf d'origine extraterrestre. Et avant d'insister sur son origine, certains vont sortir la carte de la scène finale, la scène post-arrivée du monstre, où le couple d'amoureux filme la plage avec la fête foraine. En observant bien sur la droite, on aperçoit un truc tomber dans le ciel et atterrir dans la baie de Coney Island. Une scène furtive que très peu ont remarqué au cinéma. Pour beaucoup, ce truc serait l'extraterrestre lui-même qui s'écraserait dans l'océan. Théorie assez plausible, surtout quand on a vu le film sans un bruit de et avec John Krasinski. Ok, le premier volet est sorti en 2018, soit 10 ans après Cloverfield, mais difficile de ne pas faire un rapprochement quand on se penche sur les monstres et sur l'origine. Donc montrer cette image-là à la toute fin serait un potentiel indice, compte tenu du fait que le monstre paraît juste increvable. On pourrait aisément penser que ce truc aurait très bien pu survivre dans un environnement hostile, comme l'espace, peut-être que sa planète d'origine s'est faite pulvériser, et qu'il s'est retrouvé à errer dans la galaxie, et que par l'attraction de la gravité ou je ne sais quoi, il aura atterri dans l'océan. Mais oubliez les théories, oubliez toutes ces conneries, parce que ce truc qui vient de tomber n'a absolument rien à voir avec le monstre. Ce que vous venez de voir, c'est ni un astéroïde, ni une bestiole, mais un satellite du gouvernement japonais. Selon J.J. Abrams, la scène avec le satellite était incluse dans le film comme un clin d'œil à ceux qui ont suivi la campagne de marketing virale. Car oui, Cloverfield a eu droit à son lot de mystères, des mystères sous forme de fausses campagnes de pub où plusieurs extraits vidéo auraient été balancés sur la toile, peut-être la campagne virale la plus ambitieuse de son époque, une campagne marketing à coups de faux reportages. D'ailleurs, on est en droit de se demander si le prochain Cloverfield ne sera pas justement un préquel sur le déroulement des événements. Un de ces faux reportages les plus importants est celui-là, ce faux JT qui montre une plateforme pétrolière se faire pulvériser sans trop d'explications. Bon, ok, les graphismes ont pris un petit coup de vieux, c'est vrai, mais cet extrait avait pas mal buzzé, et quand on regarde la vidéo, on comprend pas trop si on a affaire à un accident technique, un tremblement de mer, ça se dit, ou une opération de sabotage organisée par un groupe d'écologistes radicaux. D'ailleurs, dans le reportage, il est sous-entendu que si c'était des écologistes, ce serait un groupuscule écologiste d'origine française. Eh ben, ils ont changé les écolos. Et oui, les gars ont poussé le truc en produisant plusieurs faux reportages, traduits en plusieurs langues, anglais, français, espagnol, asiatique. Déter les mecs de la com. Il y a tout un récit fictionnel autour de cette plateforme, comme pour le satellite qui s'est écrasé dans la mer. On aurait ici affaire à une station de forage japonaise basée dans l'océan Atlantique, et c'est cette station qui aurait dérangé le monstre, qui peu de temps après ira dévaster New York. Oui, déranger le monstre. Comment une simple plateforme pétrolière aurait pu tomber sur une créature pareille en creusant trop profond? Eh ben, c'est là qu'on va entrer un peu plus dans les détails. En cherchant un peu, on peut lire qu'il ne s'agit pas d'une plateforme pétrolière ordinaire. Il s'agit en réalité d'une station spécialisée dans le forage et la recherche d'une nouvelle ressource qui porte le joli nom japonais de Kaitei no Mitsu, ce qui donne, une fois traduit dans la langue de Molière, nectar des fonds marins. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? En gros, sans rentrer dans les détails, le nectar des fonds marins serait une ressource fictive très appréciée au Japon. D'après la fiche informative relative aux origines de tout ce bordel, on apprend qu'un riche japonais du nom de Noriko Yoshida, quelqu'un qui aimait boire, le type de liquide n'est pas précisé, se serait mis en tête de trouver l'ingrédient ultime pour créer la boisson parfaite. Après moult recherches, le gars aurait trouvé son potentiel bonheur planqué dans les abysses, le nectar des fonds marins. Basé dans les recoins les plus profonds, les plus froids et les plus hostiles du globe, les origines de la découverte de ce nectar des profondeurs est assez vague. Tout ce que j'ai compris, c'est que la découverte de ce truc remonterait à bien avant l'arrivée du monstre. Tarantino n'est pas le seul du game à avoir inventé des fausses marques dans ses films. J.J. Abrams avait eu l'idée du nectar des fonds marins bien avant Cloverfield. Dans un épisode d'Alias, une de ses premières séries sorties en 2001, vous verrez ce jeune gars se servir cette boisson, le Slusho. Bon, en vrai, ce truc est apparu bien avant Alias, on voyait déjà ce truc dans un épisode de In the Line of Canaan en 96. Là, regardez. C'est ouf quand même le nombre de séries qui auront été produites depuis les débuts de la télévision, franchement. En tout cas, Abrams a repris le nom original de cette boisson pour en faire finalement l'élément déclencheur de tout le bordel de Cloverfield. En effet, pour la composition de Slusho, une boisson composée de trucs chimiques de base, comme de la gélatine, de l'oléorésine, de l'acide citrique, ok j'y connais rien en chimie mais pourquoi pas, du citrate de sodium, du glucose, de l'eau gazeuse et du nectar des fonds marins. Putain les mecs de la com franchement ils vont loin quoi. Selon l'article, le nectar des fonds marins confère à cette boisson des propriétés uniques, du genre à bien vous rendre accro. On peut également lire dans l'article, le rapport de Ravai Research Center sur le Sea Base Nectar mentionne les effets suivants. Une croissance cellulaire accélérée, une force accrue, une croissance des tissus musculaires, une vue plus nette, une meilleure digestion, une peau plus lisse et une vague de sensations agréables sur tout le corps qu'un de nos chercheurs a en fait décrite comme une vague de pur bonheur. Et pour revenir au monstre, il ne fait aucun doute que ce nectar devait faire partie de son alimentation principale, car c'est prouvé en lisant les articles que la grosse bébête est bien d'origine sous-marine. L'animal ingérait du nectar des profondeurs de façon continuelle et dans sa forme la plus pure, ce qui explique sa croissance démesurée. On peut imaginer que ce truc devait rester tapi dans le fond des océans, à drainer le précieux liquide comme s'il était sous perfusion. Là où c'est flippant, c'est que d'après Abrams, le monstre en question est encore un bébé, une créature vieille de plusieurs milliers d'années, mais qui ne serait, au niveau de son stade évolutif, qu'un petit nourrisson. Et là franchement ça devient flippant. C'est un bébé ça? Non parce que franchement vu la taille du bordel, on se pose deux questions. À quoi ressemble le modèle adulte? Et surtout,
Où est-ce qu'il se planque? Est-ce qu'il y a juste ses parents? Est-ce qu'ils sont toute une famille? Est-ce qu'il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers de ces trucs planqués là dans le fond des mers? Franchement, cette idée elle a de quoi foutre des cauchemars. D'ailleurs, j'ai une théorie par rapport au potentiel logement de la créature. Ok, on sait très bien que les océans peuvent être très profonds, mais là quand même, s'il doit exister des modèles adultes, on aurait forcément fini par les griller tôt ou tard. Ma théorie, c'est que ces créatures ne logent non pas sous l'eau, mais sous la terre, encore plus profond. Peut-être que ces monstres vivent un peu dans une sorte de cavité sous-marine, un autre monde comparable un peu à celui qu'on a pu lire dans Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Peut-être que sous les océans, sous la croûte terrestre, habitent des créatures gigantesques dont on n'a pas connaissance. Peut-être que ces monstres vivent dans ces lieux et qu'ils sont là depuis des siècles. Combien il y en a là-dessous? Des milliers? Des millions? Des hordes de créatures greffées aux abysses qui n'ont aucune idée de ce qui peut exister à la surface et qui, une fois une brèche ouverte, s'engouffreraient dedans pour grimper sur Terre et tous nous exterminer. Enfin, c'est ma théorie. Les Japonais auraient donc creusé un peu trop profond, ouvert une brèche et mis en colère notre bébé. Il bousille la station et se met en marche pour foncer sur New York. Bon, bien sûr, je pense que les allusions répétées au Japon, je pense que c'est une référence à Godzilla. D'ailleurs, pourquoi New York? Outre l'aspect symbolique de la ville, lieu de prédilection pour les gros monstres, j'aime à penser que notre créature a avant tout été attirée par le bruit de la ville. Même si la station se trouvait basée à plusieurs milliers de kilomètres de New York, on peut imaginer que la bestiole bénéficie d'une ouïe surdéveloppée et s'est mise à nager vers la ville pour mettre un terme au capharnaüm urbain. Là aussi, c'est ma théorie. Une théorie qui s'appuie pas mal encore une fois sur ce film, sans un bruit, où des extraterrestres très vicieux ne peuvent pas supporter le moindre bruit et se mettent en quête de détruire tout ce qui peut émettre le moindre son. Et dans le coin, la seule grosse ville en bordure d'océan à stocker des millions de gens et des véhicules en activité, on a que New York. Savoir que ce monstre est aussi gros est une chose, mais savoir qu'il est quasiment indestructible, c'en est une autre. Une bonne partie du film, on voit la créature se manger des rafales de mitrailleuses, des roquettes, des obus de je ne sais quel calibre, sans que ça n'ait l'air de lui faire quoi que ce soit. Même lorsque l'armée a déclenché le protocole Hammer Down, une tactique de terre brûlée qui autorisait la destruction totale d'une ville à coups de tapis de bombe, ça parlera aux fans de Modern Warfare 2, il est possible que ça pourrait bien dégommer ma théorie qui voudrait qu'il vive sous terre. Notre animal a une peau ultra renforcée de par sa vie dans les profondeurs, de par la pression incroyable exercée par les milliards de mètres cubes de flotte au-dessus de sa tête. La bestiole est obligée d'avoir une composition physique au-dessus de tout ce qui peut pouvoir exister en termes de solidité. On peut être aussi qu'il alterne la vie sous la flotte et que de temps en temps, il retourne se planquer sous la croûte terrestre, c'est possible aussi. Donc peut-être qu'il vit effectivement sous l'eau et en même temps sous la terre. L'avantage avec ce genre d'œuvre, c'est qu'on a la possibilité de crouler sous les spéculations et les théories. Et à la toute fin, lorsqu'on le voit en entier, avant qu'il ne bouffe partiellement le caméraman, on peut admirer l'horreur de la bestiole. Deux choses peuvent marquer. L'absence d'impact, malgré les milliers de balles, de roquettes et de bombes qu'il a pris sur le museau, on constate qu'il n'y a aucune marque, aucune cicatrice, il y a air. Deuxième truc qui m'a marqué, sur les côtés de sa teuté. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas assez étudié la science pour connaître l'origine de ces choses, mais j'aime l'idée que ces machins servent à réguler la pression exercée par les profondeurs ou jouent un rôle dans son hypersensibilité au bruit. Bref, c'est dans cet ultime plan que l'on découvre ce à quoi on a vraiment affaire. Un truc gigantesque, indestructible, et avec une sale gueule. L'avenir nous dira d'ailleurs si la bombe qui a été lâchée à la fin du film a vraiment été assez efficace pour l'exterminer. My name is Robert Hawkins. It's 6:42 a.m. on Saturday, May 23rd. Jason Hawkins had killed my best friend Hudson Platt and Marlena Diamond and many, many others. We've bashed here in Central Park and taken shelter under this bridge. Robert, get over here. Look at me, guys, look at me, look at me. I love you. I love you. On peut supposer que l'animal serait encore en vie, étant donné que dans le générique, on peut entendre un faible murmure disant « Aidez-nous » et lorsque l'audio est joué à l'envers, il est écrit « C'est toujours vivant », ce qui indiquerait que la bestiole sera encore alive. Pour autant, d'après J.J. Abrams, la créature a bel et bien été tuée quand ils ont dû balancer la bombe nucléaire ou je sais pas quoi. Ouais. On peut extrapoler sur masse d'idées là-dessus, mais au tout début du film, on comprend que le found footage que l'on voit est un document récupéré par l'armée. Donc on a en droit de se dire que les gars on peut y aller parce que la bestiole est morte ou parce qu'elle s'est barrée. On n'en sait rien, on le saura en fait dans la suite officielle, en espérant que là aussi, il ne nous embarque pas dans un truc bizarre et perché comme dans Cloverfield Paradox. Parce que oui, je vais être obligé d'en parler, s'il y avait un seul truc à ne pas manquer dans ce truc, eh bien c'est la scène finale. Donc excusez-moi pour le spoiler, mais les dernières secondes du film, on voit ça. Le monstre de Cloverfield, mais en taille adulte. En fait, le machin est tellement grand qu'on peut même pas réellement déterminer sa taille. On estime la taille de ce kaiju à une hauteur comprise entre 1000 et 2000 mètres, étant donné que sa teuté passe au-dessus des nuages, et il se peut même qu'il soit encore plus grand. Certaines sources affirment qu'il s'agit du même monstre que celui du Cloverfield de 2008, sachant que l'histoire de Cloverfield Paradox se situerait en 2027, cela signifie que le monstre a grandi de plusieurs milliers de mètres en une vingtaine d'années. Donc moi ma théorie, c'est que c'est un autre monstre, peut-être sa maman, très en colère de savoir que son petit a été attaqué, ou même tué.
Pourtant dans le Cloververse, il n'y a pas besoin d'arriver à la hauteur des nuages pour faire peur. Si ce monstre est vraiment repoussant et infect au niveau de son apparence, on est encore très loin de la trouille que peuvent inspirer ces saloperies sorties d'un cauchemar. Oui, on a tous frissonné en découvrant ces trucs. Là aussi vous avez dû vous poser 1001 questions quant à l'origine de ces choses. Au début je pensais que le gros monstre produisait des araignées à la manière d'une poule pondeuse, en mode ce serait des mini kaiju, des araignées en phase de grossir et d'atteindre la taille du monstre d'origine, mais en fait non, et je sais pas si c'est mieux ou c'est pire, mais ces créatures là que vous voyez, ces espèces d'araignées qui sont un mix entre une espèce d'arachnide de Starship Troopers, un solifuge et Donald Duck au niveau du son. Ouais, c'est à la fois effrayant et drôle ce genre de bruit. Enfin, la première fois que je l'ai entendu, j'étais trop effrayé pour avoir envie de rigoler. D'après la fiche informative que j'ai étudiée, ces araignées portent le nom de parasites. On peut supposer qu'ils accompagnent notre kaiju pour profiter de son alimentation à ses dépens. Le nectar des profondeurs, sans doute. D'après la fiche, le monstre de Cloverfield habiterait environ 2000 de ces horreurs. Peut-être se planquent-ils sous son corps, peut-être est-ce qu'ils étaient en hibernation, stockés dans des poches d'œufs comme les araignées. Aucun moyen de savoir. Une chose est sûre, ces saloperies sont intelligentes. Elles peuvent aussi bien attaquer en meute qu'en solo. Rapides, nerveuses et capables de voir dans la nuit, on peut dire qu'on a presque aucune chance de s'en sortir en 1 vs 1 avec ces trucs là dans un combat. La chose qui peut rassurer, c'est que contrairement aux gros monstres, il est possible de les buter. Pour preuve, quand notre groupe de survivants se font escorter, on peut voir les dépouilles d'un de ces parasites, preuve qu'il est sans doute possible de les tuer. Un coup bien placé avec une simple hache peut perforer la carapace de la bestiole et la blesser méchamment. Là où c'est beaucoup moins drôle, c'est la morsure de l'animal. En gros, vous êtes mordu, c'est terminé pour votre gueule. On a tous été bouleversés par le sort tragique de la pauvre Marlena, mordue après avoir sauvé courageusement notre caméraman. La pauvre a succombé à peine 20 minutes après la morsure. Lorsque Marlena a affiché les symptômes avancés de l'infection suite à la morsure, le personnel militaire a directement réagi en l'embarquant en quarantaine. Non pas dans l'espoir de la soigner, mais plus à des fins d'hygiène. En effet, la pauvre Marlena a littéralement explosé de l'intérieur, et les militaires savaient très bien comment Marlena allait finir. Comment ils pouvaient savoir ça ? Quand on voit l'arrivée du groupe dans cet hôpital de campagne, on peut voir la dépouille d'un pauvre soldat avec le torse complètement ouvert, comme s'il avait éclaté de l'intérieur. Le malheureux a dû lui aussi subir une morsure de parasite, et il est logique de penser que bon nombre de soldats ont péri de la même manière. En regardant au ralenti, on peut voir que la pauvre Marlena a littéralement éclaté après avoir pris rapidement la forme d'une bouteille d'orangina. Et la question qu'on est amené à se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi Marlena a-t-elle explosé de la sorte ? Comment une morsure d'un truc pareil peut vous faire éclater ? Il existe une belle théorie qui tient la route. Non, pas celle-là. La théorie principale serait que le nectar des profondeurs en serait responsable. Ouais. Notre kaiju se nourrit principalement de ce précieux nectar pour grossir et devenir plus stock, et il ne fait aucun doute que les parasites en question ont dû eux aussi goûter à ce produit et ont très vite dû tomber accro. D'après certaines sources, les cadavres des parasites posséderaient un niveau élevé de nectar des fonds marins dans leur sang, et certains auraient été photographiés en train de creuser dans le fond de l'océan pour en trouver. On peut même théoriser comme quoi le gros monstre que l'on voit dans le film devait être une espèce de poisson des abysses bizarre qui, après avoir commencé à siffler le précieux liquide, a fini par muter et se transformer en un truc gigantesque au fil des ans. On peut aussi imaginer que ces parasites étaient à la base de simples planctons et qui ont fini par grossir, là aussi avec le temps. Mais en quoi ce nectar peut faire éclater les gens alors, sachant qu'à la base c'est censé être un truc qui est génial. Alors je vais pas vous mentir, mais j'ai perdu l'article qui abordait brièvement la raison. Mais pour vous résumer le truc, concernant l'origine des corps qui explosent, d'après ce que j'ai pu lire, a priori ce serait le nectar des profondeurs qui vous ferait éclater. Alors vous allez me dire, attends. Je croyais que ce truc, c'était consommable en boisson. Oui, mais pas dans toute sa pureté les gars. En fait, ce liquide est tellement puissant que notre organisme ne peut pas supporter l'apport de ce truc sans avoir une réaction chimique complètement ouf. Les scientifiques ont dû forcément remarquer le truc et ont fait tout un tas de mélanges et d'expériences pour arriver à quelque chose sans aucun danger pour les consommateurs. Le produit d'origine aurait dû être transformé X fois avant d'être apte à la consommation. Ces bestioles-là, elles se sont directement servies à la source et ont le métabolisme pour survivre à ça. L'armée aurait trouvé de hautes doses de nectar dans leur salive et bien sûr, un organisme normal n'a pas les capacités physiologiques pour résister au pouvoir de ce truc, qui d'après ce que j'ai lu est une sorte de stéroïde à méga haute échelle. Franchement, vous trouvez pas que ça se tient ? Perso, j'ai une théorie similaire à celle exposée par un internaute anglo-saxon, je dirais pas ça pour me faire mousser, mais j'ai vraiment imaginé ça à force d'avoir fait des recherches sur ces bestioles, car tout ce qui touche aux profondeurs, je suis fasciné par ces conneries. Je vais vous traduire ce qu'a dit le gars, parce qu'il a mieux synthétisé à l'écrit ce que je pensais. La morsure du parasite contient un enzyme qui permet à la créature de réguler sa pression interne et de survivre sur Terre comme dans les profondeurs de l'océan. Sous une forme distillée, elle peut être utilisée en médecine, mais la forme brute provoque une trop forte pression à l'intérieur d'un corps humain. Alors vous penchez pour quelle théorie finalement ? Avouez que c'est quand même assez recherché. Nectar des profondeurs, enzyme régulatrice de pression, à vous de voir. Après, si vous avez votre propre théorie, n'hésitez pas non plus à la partager dans les commentaires. Et voilà, ça y est, on a fait le tour des monstres du lore de Cloverfield, donc à savoir le gros kaiju et les parasites. Cependant, si vous voulez vraiment voir un film à la hauteur du Cloverfield de 2008, sans pour autant avoir à vous taper 10 Cloverfield Lane et Cloverfield Paradox qui sont pour rappel des œuvres qui n'ont presque rien à voir avec celui-là, je vous invite à voir deux films qui s'en rapprochent.
Le premier c'est The Mist, un film incroyable sorti en 2008 lui aussi, avec des créatures qui sortent d'une autre dimension, des créatures hors normes, dégueulasses, hyper dangereuses. On aurait même pu supposer que la grosse créature de Cloverfield soit issue d'une expérience militaire comme dans The Mist, où les scientifiques auraient réussi à ouvrir une porte parallèle qui aurait libéré des monstres sortis d'une autre dimension. Franchement l'idée était pas mal. Et cet autre film que je vous conseille qui pour moi est le plus proche de Cloverfield, et limite presque un film qui devrait faire partie de la licence, c'est celui-là, un film méconnu sorti en 2019 qui s'est fait lyncher par la critique, je sais pas trop pourquoi, Underwater, avec Kristen Stewart et Vincent Cassel. Je ne vais pas vous en dire plus, mais personnellement je trouve que c'est le film qui se rapproche le plus, par certains aspects, de Cloverfield. Je vous laisse le découvrir, j'en dis pas plus, en tout cas ce film là pareil, je m'y attaquerai un de ces jours parce qu'il y a énormément de choses à dire. Voilà les gars, ça ira pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi, et si vous avez été jusqu'au bout, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de lâcher un commentaire, et surtout prenez bien soin de vous. Ciao les gars.